300 milliards de dollars d'un côté, 100 milliards projetés de l'autre. Un choc abrupt qui renverse les repères. Ce contraste brutal, né d'une crise censée ralentir les flux, ouvre pourtant un espace inattendu pour ceux qui savent lire les fissures des chaînes mondiales. Alors que les usines rallumées deviennent, aux yeux d'Ibrahim Traoré, des marqueurs de souveraineté, la question devient: que révèle vraiment ce glissement pour celles et ceux qui observent cette transition silencieuse? À mesure que les premières lignes de rupture s'esquissent, un horizon nouveau apparaît, la possibilité pour des espaces longtemps perçus comme périphériques de recomposer les règles du centre. Le récit propose ici une promesse simple: offrir une compréhension nette des mécanismes réels qui transforment une crise commerciale en levier stratégique, sans embellissement ni minimisation des risques. Le lecteur y gagne une grille de lecture opérationnelle. Quelques mots pour saisir comment se déplacent les marges, comment se redessinent les règles industrielles et pourquoi certains territoires, autrefois relégués en marge, deviennent soudain des points d'appui essentiels. Parallèlement, la montée en puissance décrite n'a rien d'un automatisme miraculeux. Elle repose sur des ajustements techniques, des décisions contractuelles et des choix énergétiques où chaque erreur peut anéantir un avantage durement acquis. Il est important de souligner qu'une tension traverse tout le récit. Si une crise mondiale peut ouvrir un corridor inédit, elle peut tout aussi bien le refermer brutalement si les États n'en maîtrisent pas la méthode. C'est cette ligne de crête, opportunité réelle mais instable, qui en forme l'enjeu central, car comprendre les leviers permet d'anticiper les dérives, et comprendre les limites permet d'évaluer ce qui peut durer. Dans cette atmosphère de basculement, deux faits présentés simultanément au début de l'année 2025 dévoilent d'emblée un renversement discret. Plus de 300 milliards de dollars de tarifs consolidés à Washington et un horizon proche où 100 milliards d'exportations africaines deviennent soudain plausibles. Loin d'être anecdotiques, ces repères fonctionnent comme première réponse à la question sous-jacente. Un choc global peut-il devenir une trajectoire structurante lorsqu'il brise des chaînes figées depuis 30 ans? À partir de ce point, le fil conducteur du contexte s'installe. Une crise commerciale qui, loin d'étouffer les marges, libère un vide logistique que l'Afrique n'avait jamais eu la possibilité d'occuper avec une telle amplitude. Les routes se tendent, les assurances s'envolent, les conteneurs s'accumulent dans les ports asiatiques. Et dans ce même mouvement, les ports de Tema et d'Abidjan réorganisent leurs flux. Les ateliers de Bobo Dioulasso rallument leurs machines. Et les États du Sahel testent une coordination qui déplace progressivement le centre de gravité industriel. Il convient de souligner un élément souvent négligé. Ce basculement n'est pas né d'une décision spectaculaire. Rien n'a explosé, rien n'a été proclamé. Les variables ont glissé presque mécaniquement. Une filature abandonnée qui redémarre après une formation locale. Un entrepôt frigorifique réaffecté en hub régional. Un corridor agro-industriel discuté dans une salle nue à Ouagadougou. Ce sont ces gestes minuscules, répétés et persistants, qui composent la transformation. Dans ce paysage en recomposition, la présence d'Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un décor, mais comme un repère méthodique. Chaque usine rallumée sert de mesure, chaque contrat réécrit sert de garde-fou, chaque coentreprise publique majoritaire offre un ancrage dans un environnement où les flux mondiaux demeurent imprévisibles. À partir de là, le récit peut s'étendre. Comprendre comment une recomposition locale, née d'une fragmentation globale, ne crée pas un miracle, mais une architecture prudente où souveraineté, contrôle et coordination deviennent les trois ressorts décisifs des années à venir. Dans les premiers mois de cette transition, une figure discrète sert de fil d'orientation, non pour incarner un récit, mais pour donner cohérence à des décisions éparpillées dans des lieux que personne ne scrutait auparavant. Autour de la table nue d'Ouagadougou,
Les cartes ferroviaires et les projections logistiques constituent le cadre minimaliste d'où partent les choix les plus structurants. Rien n'y est décoratif. Chaque ligne tracée vise à convertir une fenêtre géopolitique fragile en capacité productive durable. À ce stade, les premiers effets tangibles apparaissent dans la réalité quotidienne. À Bobo Dioulasso, une filature longtemps abandonnée reprend vie grâce à des équipes formées localement. La nouveauté ne réside pas dans la machine rallumée, mais dans la logique qu'elle impose. Produire sur place, contrôler la chaîne, retenir la valeur, plutôt que la laisser s'échapper. Le rythme retrouvé de la ville n'est pas un symbole. C'est un flux mesurable qui transforme le quotidien de milliers de familles. Dans un second mouvement, sur la côte ghanéenne, un ancien entrepôt frigorifique, devenu hub logistique, modifie discrètement la carte régionale. Les cargaisons autrefois destinées à Shenzhen sont désormais calibrées, conditionnées et optimisées localement. L'autonomie ne s'exprime pas dans des slogans, mais dans la capacité à certifier ce qui sort du port, dans l'assurance technique et contractuelle que la région peut désormais offrir. Ces deux scènes modestes montrent comment un territoire longtemps jugé vulnérable apprend à négocier autrement, non plus en fonction des urgences extérieures, mais en accord avec ses propres exigences de production, d'énergie, de formation et de continuité. À partir de ce moment, la question implicite qui guide la suite du récit se resserre en une formulation simple. Que devient un modèle lorsqu'il parvient enfin à imposer son propre tempo? Avant cette bascule, les flux mondiaux semblaient verrouillés. Après le maintien américain de plus de 300 milliards de dollars de tarifs, l'ensemble a cédé. Les routes commerciales ont changé de trajectoire en quelques jours, comme si 3 décennies d'habitude s'étaient dissoutes sous la pression d'une décision unilatérale. Pékin a répliqué. Les assurances se sont envolées, les conteneurs se sont accumulés dans les ports asiatiques. Et dans ce chaos, une marge inattendue est apparue pour les États du Sahel. Dans ce climat tendu, le déclenchement a été mécanique, presque froid. Les entreprises occidentales, privées de composants essentiels, ont cherché des alternatives plus proches géographiquement. Les ports africains offraient encore des fenêtres flexibles. Les zones franches du Burkina Faso disposaient de capacités dormantes. Les gouvernements du Sahel ont alors testé une coordination inédite. Les premiers signaux ont été rapides. Ateliers rallumés, corridors réorganisés, négociations accélérées autour d'accords industriels capables de fixer localement les marges. En quelques semaines, les ministres du Sahel réunis à Ouagadougou ont esquissé la possibilité d'une alliance fonctionnelle. Ce qui n'était qu'une hypothèse longtemps jugée improbable s'est peu à peu transformé en mécanisme concret d'alignement contractuel. En moins d'un trimestre, une nouvelle dynamique institutionnelle prenait forme, non comme un slogan, mais comme un cadre méthodique. Pendant ce temps, la montée en puissance s'est révélée plus vive que prévu. Les exportations non pétrolières, autrefois dispersées, se sont consolidées autour de 3 pôles: textile, or, agro-industrie. Les chiffres ont suivi de 72 à 94 milliards de dollars en un an, une progression qui relevait moins du hasard que d'une méthode. Les zones franches de Bobo Dioulasso se sont remplies d'ouvriers formés localement. Les hubs logistiques du Ghana ont fluidifié les flux agricoles réorientés depuis l'Asie. Au Niger, les premières unités hybrides ont commencé à alimenter les chaînes en énergie stable. Les marges nationales ont dépassé les 40%, réduisant drastiquement la dépendance vis-à-vis de fournisseurs lointains. Il convient de noter que cette montée en puissance n'avait rien d'un miracle. Les dirigeants de la zone insistaient sur un terme plus juste: une correction. Correction d'années d'asymétrie. Correction d'un système où le continent exportait des matières brutes et importait de la valeur. Correction d'un mécanisme où les marges s'évaporaient avant même d'être comptabilisées. Dans un mouvement plus large encore, les effets prolongés ont été silencieux, méthodiques. La recomposition n'a pas pris la forme d'une explosion, mais d'une sédimentation régulière. Dans les villes industrielles, les machines ont imposé un nouveau rythme social. Les salaires
se sont stabilisés. Les formations techniques ont gagné en visibilité. Les ports ont étendu leur zone de transit. Les corridors ont ainsi instauré des habitudes économiques que nul n'aurait anticipées 5 ans plus tôt. Les États ont commencé à renégocier leurs accords selon de nouvelles règles. Participation nationale majoritaire, audit trimestriel, exigence de transparence fiscale. Certains partenaires ont protesté, d'autres se sont adaptés, d'autres encore ont renforcé leur présence. Et au milieu de ces ajustements, une évidence s'est imposée. Une fois enclenchée, la dynamique ne dépendait plus des crises mondiales, mais de la discipline interne des chaînes africaines. À ce stade du récit, le basculement économique qui se solidifie dans la zone AES ne repose plus sur des impressions, mais sur 3 ensembles de données qui en dessinent la cohérence interne. Ces éléments ne décrivent pas une envolée spectaculaire. Ils révèlent une architecture méthodique où chaque unité productive, chaque contrat public et chaque corridor logistique s'inscrivent dans une trajectoire maîtrisée. L'enjeu n'est pas de prouver qu'un changement existe, mais d'expliquer pourquoi il tient et comment il se renforce. Dans un premier mouvement, il apparaît clairement que les exportations non pétrolières ont progressé de 72 à 94 milliards de dollars. Ce delta, souvent cité mais rarement analysé en profondeur, constitue un indicateur structurel d'un redéploiement industriel réel. Il ne s'agit pas d'une flambée opportuniste. Cette progression naît de chaînes locales capables de transformer textiles, or et produits agricoles sans dépendre entièrement des circuits asiatiques. Cette augmentation montre un glissement durable vers une production contrôlée par les États membres. Elle marque une rupture silencieuse. Les exportations ne répondent plus seulement à une demande extérieure fluctuante, mais à une méthode qui impose formation, standardisation et audit contractuel. Le corridor devient un outil de continuité plutôt qu'un amortisseur de choc, et les marges gagnées remplacent non pas l'aide extérieure, mais la vulnérabilité. Dans une deuxième dynamique, on observe 8 milliards, 600 millions de dollars d'investissements engagés au Burkina Faso en 2025. Ces capitaux, répartis entre textiles, mines d'or et infrastructures ferroviaires, forment un socle interne plutôt qu'une extraction superficielle. Contrairement au cycle passé, les profits ne quittent plus immédiatement le territoire. Ils circulent dans les transports, l'énergie et les services locaux. Ce flux interne renforce la densité économique plutôt que d'alimenter l'évasion financière. Cette dynamique transforme la structure des responsabilités publiques. Chaque dollar investi devient un test de gouvernance, un signal adressé aux partenaires extérieurs et une démonstration de capacité locale à absorber la valeur sans la diluer. Le continuum investissement-production, réinjection devient un indicateur de stabilité et de crédibilité. Dans un troisième temps, l'ajout de 210 MW grâce aux centrales hybrides du Niger et du Mali constitue un socle énergétique discret mais décisif. Cette capacité permet de réduire les coûts logistiques de près de 15% dans les corridors transversaux, détermine le rythme des unités productives, stabilise les cycles et prépare des marges prévisibles. Cette base énergétique garantit une continuité industrielle que les anciens réseaux fragilisaient constamment. Dans ces régions où la fragilité électrique dictait autrefois les conditions du marché, la planification remplace désormais l'improvisation. Une énergie stable signifie moins de pertes, moins d'interruptions, moins d'incertitudes, un changement décisif pour les ateliers, les parcs industriels et les hubs logistiques. En réunissant ces 3 ensembles, exportation consolidée, investissement ancré et énergie stabilisée, une équation rare apparaît. Croissance, contrôle et coordination. Rien dans ces chiffres n'évoque un miracle. Tout indique une séquence maîtrisée, soutenue par une méthode contractuelle et par une montée en compétences locales. C'est à ce moment précis que la réponse au fil laissé en suspens apparaît nettement. Une puissance durable naît moins de la vitesse que de la précision. Les premières critiques de la montée en puissance africaine n'ont pas émergé d'un rejet, mais d'une prudence méthodique formulée par des économistes habitués aux cycles courts.
Leur premier argument, solidement construit, suggérait que la dynamique observée ne serait qu'un épisode conjoncturel comparable aux années 1970, une fenêtre ouverte par la guerre commerciale, destinée à se refermer dès que Washington et Pékin rétabliraient un compromis tarifaire. Selon cette lecture, l'Afrique ne ferait qu'occuper un vide géopolitique temporaire, sans disposer des fondations nécessaires pour en prolonger les effets. L'objection centrale était limpide. Si la crise disparaît, l'avantage disparaît avec elle. Dans une analyse plus structurelle encore, certains observateurs considéraient que la montée du Burkina Faso, du Niger et du Mali risquait de recentrer trop fortement les flux autour du Sahel, créant une hiérarchie régionale difficile à absorber pour les autres institutions africaines. L'image redoutée était celle d'un moteur reposant sur trop peu d'épaules, vulnérable au moindre choc interne. Dans cette perspective, l'alliance en formation apparaissait efficace, mais insuffisamment diversifiée pour garantir sa propre résilience. Ces critiques méritaient d'être entendues, car elles rappelaient les faiblesses des cycles passés, dépendance à un seul produit, fuite de capitaux, incapacité à ancrer durablement la valeur. Pourtant, la réponse se trouve déjà dans les données accumulées depuis 2025. La diversification sectorielle, textile, or, agriculture, énergie, réduit mécaniquement le risque d'un modèle reposant sur un seul pilier. Les contrats incluent désormais des audits publics, des participations nationales majoritaires et des transferts de compétences qui empêchent l'évaporation instantanée de la valeur. Ces mécanismes n'appartiennent pas à un cycle conjoncturel. Ils relèvent d'un rééquilibrage structurel. Quant à l'argument hiérarchique, il se heurte à une réalité institutionnelle essentielle. La rotation semestrielle au sein de l'Alliance redistribue continuellement la responsabilité politique. Aucun État n'est conçu pour devenir un pivot permanent. Et ce principe de rotation immunise la structure contre la concentration excessive du pouvoir. Ainsi, en reprenant les objections pour les pousser à leur forme la plus solide, une conclusion nette apparaît. Le modèle ne dépend pas du hasard géopolitique, mais d'une méthode capable de survivre à la fin de la crise qui l'a révélée. Dans la continuité, un axe se déplace silencieusement. Ce basculement ne se manifeste ni dans un sommet diplomatique, ni dans un communiqué spectaculaire, mais dans la manière dont les chaînes logistiques mondiales réécrivent progressivement leurs propres priorités. À mesure que les ports d'Abidjan et de Théma fluidifient leurs flux, une variable autrefois secondaire entre désormais dans les modèles de risque des entreprises occidentales. La stabilité africaine comme facteur de continuité, non plus comme exception imprévisible. Ce glissement analytique, discret mais documenté, modifie la hiérarchie mentale des producteurs, des logisticiens et des négociateurs internationaux. Il convient également de souligner un détail, loin d'être anodin. La montée en compétences locales change la structure même des décisions. Les coentreprises publiques majoritaires, les audits trimestriels et l'ancrage énergétique transforment les corridors en cadres fiables, capables de résister aux fluctuations extérieures. Dans cette recomposition, la cohérence prônée par Ibrahim Traoré agit comme point d'équilibre, empêchant la dynamique de dériver vers un excès d'ouverture ou un repli trop brutal. À partir de ce moment, le récit atteint son point médian. L'Afrique ne court plus après un retard. Elle devient un repère comparatif, un espace dont les performances servent à ajuster celles d'autres régions. Ce renversement n'est pas spectaculaire, il est méthodique, construit pierre après pierre, décision après décision. Les conséquences de ce pivot ne se lisent pas uniquement dans les bilans comptables. Elles s'incarnent dans plusieurs cercles d'impact qui redéfinissent simultanément la production, la gouvernance, la vie quotidienne et la place géopolitique du continent. Les États du Sahel, longtemps dépendants des importations, deviennent peu à peu des exportateurs nets de produits transformés. Au Burkina Faso, la croissance des exportations modifie la structure budgétaire et réduit la vulnérabilité aux variations externes. Cette transformation ne relève pas d'un effet d'aubaine,
Elle résulte de contrats réécrits, d'audits publics et d'une coordination régionale qui stabilise les marges. Pour les entreprises locales, autrefois considérées comme fragiles face aux marchés mondiaux, les nouvelles règles créant un environnement où les multinationales doivent s'adapter plutôt que dicter. Les formations techniques, la participation publique majoritaire et la transparence contractuelle renforcent la crédibilité des acteurs africains. Les cycles d'activité s'appuient désormais sur des infrastructures énergétiques et logistiques prévisibles, ce qui densifie les chaînes de valeur régionales. Dans le quotidien des citoyens, les effets se matérialisent dans des gestes simples. À Bobo Dioulasso, les parcs textiles alimentés par une énergie hybride attirent des milliers de travailleurs. Leurs revenus réguliers transforment la dynamique urbaine. Les familles évoquent exportation, certification et logistique comme des réalités ordinaires. Les écoles voient leur cursus technique gagner en attractivité, car ils ouvrent sur des emplois ancrés dans un corridor désormais fonctionnel. Sur la scène internationale, la recomposition africaine devient une variable stratégique. Les grandes puissances ajustent leurs alliances en intégrant ce corridor dans leur modèle d'approvisionnement. Les États-Unis adoptent des dispositifs d'accès manufacturier, la Chine convertit certains prêts en participation industrielle, l'Europe ajuste ses normes douanières pour sécuriser les flux continus. Le continent devient un espace d'équilibre dans une rivalité mondiale où chaque bloc cherche stabilité et continuité. En réunissant ces dynamiques, une réponse claire apparaît. Le modèle africain devient une référence parce qu'il transforme simultanément les États, les entreprises, les citoyens et les alliances internationales, sans dépendre d'un seul levier. Il se diffuse par cohérence, non par effet de mode. À ce stade, plusieurs trajectoires possibles se dessinent pour le corridor africain au cours des 12 prochains mois. Elles reposent sur des tendances déjà observables dans les chaînes de production, dans l'énergie et dans la coordination institutionnelle. L'objectif n'est pas de prédire l'avenir, mais de cartographier les chemins envisageables en tenant compte de la vitesse acquise depuis 2025 et de la discipline contractuelle qui structure désormais l'alliance régionale. Dans une première possibilité, la dynamique se poursuit sans accélération brutale. Les exportations africaines dépasseraient progressivement la barre des 110 milliards de dollars d'ici 2027, prolongeant un rythme déjà installé. Les corridors logistiques continueraient de fonctionner. Les co-entreprises publiques renforceraient les marges locales. Et les infrastructures hybrides stabiliseraient les cycles industriels. Le continent avancerait alors à un tempo régulier, ni ralentissement, ni emballement. Une progression modérée, mais solide. Dans une deuxième perspective, plus optimiste, l'Alliance pourrait s'élargir en intégrant de nouveaux membres, tout en préservant son système de rotation institutionnelle. Une telle extension porterait les capacités productives régionales à environ 130 milliards de dollars. Les technologies locales, pompes solaires, logiciels douaniers, filatures connectées, gagneraient en autonomie. Les jeunes diplômés trouveraient des débouchés stables dans la maintenance, la logistique, l'énergie ou la certification. Dans ce scénario, le Sahel deviendrait un véritable point de référence industriel dans une équation mondiale en recomposition. Dans une troisième éventualité, moins favorable, un choc externe pourrait reconfigurer les flux. Une contraction de la demande mondiale ou une détente rapide entre Washington et Pékin réduirait mécaniquement les volumes d'exportation. Les États les plus dépendants du corridor subiraient des tensions budgétaires, entraînant des licenciements, un ralentissement des chantiers ou des difficultés d'absorption pour les unités productives. Les investisseurs les plus sensibles au risque pourraient se retirer, réactivant momentanément des dynamiques de dépendance que la région tentait justement d'atténuer. Dans ce contexte, les avertissements récurrents sur l'importance de la méthode prendraient toute leur ampleur. Il est alors utile de rappeler une approche plus robuste. Au lieu de chercher à identifier le scénario juste, il s'agit de raisonner en marge de manœuvre. Ce sont la capacité d'ajuster la production, la flexibilité contractuelle, la continuité énergétique, la transparence des audits
et la montée en compétences locales qui détermineront la stabilité du Sahel dans les 12 prochains mois. La résilience ne dépendra pas d'un événement isolé, mais de la constance avec laquelle la région protège ce qui a déjà été construit. Dans cette perspective, l'enjeu du corridor africain dépasse les bilans macroéconomiques. Il prend corps dans les décisions de tous ceux qui participent, directement ou indirectement, à cette recomposition. À ce moment du récit, la question devient personnelle. Comment chaque groupe, selon sa position, peut-il prolonger une dynamique qui s'est imposée comme un véritable laboratoire économique du XXIe siècle? Le but n'est pas de prescrire, mais d'offrir des appuis concrets pour comprendre ce moment. Pour les entrepreneurs, les travailleurs et les responsables locaux, chaque choix de production, recyclé, certifié, optimisé, alimente une cohérence collective. Examiner comment les contrats renforcent la valeur ajoutée locale devient un geste simple mais décisif. Un ajustement minime peut consolider une chaîne entière, car chaque maillon dépend désormais d'une coordination patiente. Pour les jeunes, les étudiants et les membres de la diaspora, la transition crée un espace rare. Les écoles du Sahel ouvrent des cursus en logistique, énergie solaire, maintenance industrielle ou comptabilité d'exportation. Relier compétences numériques et besoins du corridor par un protocole, une application ou une solution de traçabilité peut produire un impact bien plus fort qu'un simple retour physique. Ces acteurs deviennent les interprètes d'un système en mutation. Pour les observateurs et décideurs étrangers, la dynamique en cours n'est ni une revendication ni un affrontement. Elle cherche avant tout l'équilibre. Soutenir les mécanismes transparents, audit public, co-entreprise majoritaire, transfert de compétences, contribue à la stabilité générale sans exiger une présence massive. Ce qui compte, c'est la cohérence, afin de ne pas diluer la méthode qui a permis les premiers progrès. Dans ces trois cercles, une logique commune apparaît. Contribuer, même modestement, à une transition qui redéfinit simultanément les façons de produire et de coopérer.